Il y a des semaines comme ça, on se dit ça va pas être facile de faire notre café de la marine. Il y avait certainement des marins, des voileux, des régatiers qui buvaient des coups aux terrasses des bistrots, qui étaient peut-être au concert au Bataclan. Il y a des jours où c'est encore plus pénible parce qu'on vient d'apprendre aujourd'hui la disparition de Anne Cazeneuve et la semaine dernière de Gilles Lecause. La vie continue, et la vie continue avec plaisir et bonheur, parce qu'à peine débarqué de l'avion, à peine débarqué de sa victoire de la Transat Jacques Vabre, c'est Vincent Rioux qui vient nous retrouver cette semaine au Café de la Marine du Télégramme. Je vais vite le retrouver au premier étage, en compagnie de Gilbert Dréan. Salut à tous, bienvenue dans cette cité de la voile où on va évidemment, comme d'habitude, refaire un peu le tour de l'actu. Toi t'es complètement fou, tu fais le tour du monde en solitaire. Pourquoi repartir faire une Barcelona? La Volvo se gagne avant le départ? Bon, on va tirer des bords là. Si je vendais le bateau, avec quoi je faisais la route du Rhum? Allez, envoyez-moi le speed, on dit envoyez-moi le speed. Salut à tous, bonsoir. Salut, bienvenue à Lorient à la base, bienvenue à la Cité de la Voile, bienvenue au Café de la Marine du Télégramme. Salut Gilbert. Salut Jimmy. Allez, on essuie nos larmes Oui. et on accueille avec joie et bonheur le vainqueur de la Transat Jacques Vabre, Vincent Rioux. Bonsoir. Bon alors Vincent, tu es rentré vite du Brésil, merci d'être là, mais visiblement c'était pas une affaire simple d'aller jusqu'à Itajaí, c'était une transat engagée, non? Ah, ça a été une belle aventure, ouais. C'était une transat engagée avec plein de conditions météo différentes, un départ hivernal de l'Europe et puis comme d'habitude une belle arrivée au printemps à Itajaí. Mais pardon Jimmy. Comme souvent d'ailleurs, les départs du Havre et cette traversée de Manche est un coin difficile. Ça a même été remis en question à un moment, le départ de cette Jacques Vabre. C'est vrai qu'elle a été reportée 2 fois déjà, les 2 éditions précédentes. C'est au mois de novembre, quitter le fin fond de la Manche comme ça, avec 3 classes différentes, avec des bateaux qui ne vont pas du tout à la même vitesse. C'est vrai que c'est jamais simple, mais bon, voilà, on a su trouver le compromis une fois de plus, et puis ça a surtout permis de faire une belle course derrière. Comme tu dis, vous avez placé sans doute le curseur au bon endroit avec la volonté de ne pas casser, mais votre navigation, elle a été en plus compliquée parce que vous avez une panne de votre centrale de navigation dès la première nuit, et tu l'as dit, c'était comme si on avait fait un peu ça avec un bandeau sur les yeux, donc vous avez navigué à l'ancienne, Vincent. Ouais, bon alors après, moi c'est tant qu'on l'a pas fait, c'est vrai que ça semble un peu compliqué. Puis au final, une fois qu'on s'y met, au départ, si on m'avait dit au départ tu vas naviguer sans électronique, je dis bah non, je vais rester à la maison. Et mais alors raconte-moi comment t'as tout fait au penon à l'ancienne. Vous avez ouais, on a beaucoup fait au penon. Faut dire clairement les choses. On a eu quasiment aucune info. On avait vitesse fond, cap fond sur tous les afficheurs, donc on s'est débrouillé avec ça. Et la vitesse fond et le cap fond, question de Béotien, sont très différents au large de la vitesse surface et du cap surface, ou finalement... Non, mais disons que je donne ces 2 informations-là parce que c'est les seules qu'on avait. Mais non, c'est pas très très différent. C'est juste qu'on n'avait pas de calcul de vent, donc on n'avait que notre vitesse et notre cap, et on a fait avec. Et c'était compliqué, mais ça a été gérable. On a trouvé des petits trucs pour réussir à faire fonctionner. La chance qu'on a eue et qu'on a aujourd'hui, c'est que les fichiers de vent, à vrai dire, sont très bons, surtout à échéance proche. Donc on ne se fait pas tellement surprendre, à vrai dire. On connaît un petit peu le déroulé de la journée, à quelques nœuds près, on sait quelle voile on va devoir utiliser, tout ça. Donc tant que les fichiers sont pas trop mauvais, on ne se fait pas trop surprendre. Et après, c'est le moment où on change, ou la transition, où il faut un petit peu faire appel à son feeling. Mais au final, on y arrive. Donc vous l'avez fait, Vincent. Alors pour d'autres, il y a eu des avaries diverses qui ont contraint quand même pas mal de bateaux de concurrents à rentrer au port. Quel est ton regard, toi, un peu sur cette casse? Est-ce que c'est la complexité des nouveaux bateaux? C'est un cumul de pas mal de choses, hein. La classe, elle explose un petit peu en nombre de concurrents de manière cyclique tous les 4 ans à l'approche du Vendée Globe. Au mois d'août, on naviguait, je crois qu'on était 6 ou 7. Et puis là, au mois de novembre, on est 20. Vous étiez 20, donc, ouais. grosso modo, entre les deux, il y a un nombre important de projets qui se sont mis en route. Alors des projets avec des bateaux neufs qui avaient besoin de mise au point. Les bateaux
qui ont été faits pour le prochain Vendée Globe sont des bateaux quand même relativement compliqués. C'est des bateaux qui vont demander de la mise au point et de la fiabilisation, un peu comme l'a demandé le mien. Hein. J'étais un des premiers à aller vraiment dans le détail, à aller chercher les grammes à droite à gauche pour il faut dire que le tien, il date de 2010, donc c'est une optimisation. Mais on a eu une mise en route assez longue parce que quand on va sur des bateaux pointus comme ça, c'est compliqué de viser le bon curseur directement. Il y a donc toute cette famille de la bateau-là qui forcément a eu du mal, hein, les Virbac Saint-Michel. Ça t'a surpris de tant de casse? Sur les bateaux neufs, non, pas trop, parce que les conditions étaient vraiment complexes pour eux. C'est pas grave, cette casse sur les bateaux neufs. J'ai envie de dire, avec des bateaux complexes comme ils ont, c'était ambitieux de prendre le départ d'une transat comme la Jacques Vabre à cette période-là de l'année, si proche de leur mise à l'eau. Donc je pense qu'ils s'y attendaient. Enfin, personne dans ce groupe de bateaux n'a eu de réelles surprises. Maintenant, il y a ce groupe-là, et puis après, il y a un groupe d'autres équipes qui avaient repris des anciens bateaux. Qui étaient des projets tardifs. Voilà, des projets tardifs avec des mises en route rapides. Et eux, forcément, comme les nouveaux bateaux, si les conditions avaient été, comme à certaines éditions, beaucoup plus clémentes, il n'y aurait pas eu de problème. Mais avec des conditions difficiles comme ça dès le départ, forcément, il y a de la casse. Hein. Le choix de route aussi a été un peu important parce que toi, tu t'es dépêché à aller lentement dans cette toute première partie de course, alors que d'autres bateaux ont été vite plongés dans le sud et eux ont vraiment eu du mauvais temps. MACSF, Hugo Boss. Hugo Boss, surtout, oui. Moi je pense que justement ils étaient plus dans le nez dans la préparation, dans le lancement de leur projet que réellement dans la compétition et dans la météo, hein, parce que clairement déjà 48 heures avant le départ, on avait identifié que la route la plus rapide et la route la plus sûre était une route très ouest, en faisant que du vent de travers, et que toutes les routes intermédiaires, elles étaient forcément beaucoup plus pénibles. Et surtout, elles amenaient à rencontrer beaucoup plus longtemps des conditions difficiles. Mais sur le bilan de la casse, par exemple, Yann Eliès, il y a sur les 4 premiers, c'est 3 dessins de 2008, dont le tien qui a été mis à l'eau en 2010. Et Yann, il est beaucoup plus radical. Il dit carton rouge aux architectes, il faudra vraiment revoir la copie. Ce sont des bateaux qui sont censés affronter des conditions encore plus sévères dans le Vendée. Oui, c'est sûr que quelque part il a raison. Maintenant, les architectes sont allés chercher des nouveaux concepts. Qui dit nouveau concept dit nouveaux problèmes. Et qui dit nouveaux problèmes dit délai de mise au point. Hein, clairement, tout va de pair, quoi. C'est-à-dire que le fait d'avoir mis des foils sur les bateaux, c'est des bateaux qui vont plus vite à certaines allures. C'est des bateaux qui subissent pas les mêmes contraintes que pouvaient subir les bateaux archimédiens. Donc, ils sont comme les autres, les coureurs et les architectes, qui découvrent un petit peu les conséquences de leur concept. Mais c'est la vie. Hein. Si on joue pas à ça, on progresse pas, et ça fait partie du jeu. On y reviendra tout à l'heure. Mais avant ça, première semaine, vieux partenariat. Maintenant, ça fait quoi, 12 années de partenariat avec PRB? C'est quand même chapeau, hein, camarade. Hein. Une équipe qui tourne bien et un équipier. Alors, pour barrer au penon, à mon avis, tu n'as pas pris meilleur que Sébastien Coll. Oui, il faut... Non, c'est sûr, c'était une expérience différente pour lui et pour moi, hein, donc c'était faut vraiment dire sympa. d'où il vient, que c'est un spécialiste du match racing qui avait quand même disputé une transat Jacques Vabre avec François Gabard, Quito de Pavant aussi. Avec Quito, voilà. Ouais, je cherchais à naviguer avec quelqu'un qui venait pas du même horizon que moi, c'est-à-dire que aller naviguer comme la dernière fois avec Jean ou avec un de mes anciens camarades de classe en Figaro, c'est des gens avec qui depuis 10 ans on a fait les mêmes courses, on a participé. Des jeunes tous les jours. Non, mais c'est intéressant parce que ça permet assez rapidement d'être performant, mais c'est pas forcément très riche parce qu'on a le même passé. Et le fait d'aller chercher quelqu'un comme Seb, c'était un petit peu un regard différent. Essayer de trouver quelqu'un qui pouvait m'apporter quelque chose. Il t'a appris des choses ? Ouais. En réglage, en termes de réglage, il m'a surtout poussé à aller chercher des trucs que j'aurais pas forcément été poussé tout seul. Dans les réglages, dans les équilibres, dans les choix de voilure, il a à son œil, son regard neuf sur nos bateaux. Nous, on a nos vieilles habitudes et il était là pour bousculer les vieilles habitudes. Donc, Et en termes de stratégie aussi, c'est marrant parce que il disait avoir des mecs derrière qui attaquent 24 sur 24 et donc résister 6 jours. Moi, je suis plutôt habitué à cette pression-là, mais pendant 1 heure ou 1 heure et demie.
Ouais, ça, il a eu plus de mal à vivre ces moments-là, mais bon, après, c'est pareil, c'était à moi d'apporter mon expérience. C'est sûr qu'à chaque fois qu'on s'écartait de la position qui nous mettait entre l'adversaire et l'arrivée, il stressait un peu, mais voilà, il a fallu qu'il apprenne un petit peu les rouages de la course au large. Et c'est vrai qu'au large, il y a un moment, les routes météo, les bons choix météo sont pas forcément les routes les plus qui paraissent les plus sûres. Ouais, il s'est adapté bien à la vie en mer, il n'a pas été malade. Bon, il a été un petit peu malade, comme tout le monde, mais je pense que là, le nombre de marins qui n'ont pas été malades sur la Jacques C'était Vabre. très humide, je crois. Hein. Toi, t'es malade, ça t'arrive ou pas? Moi, j'ai la chance de ne pas être malade, Ouais. donc j'ai pas trop de soucis à gérer ça. Mais je pense que sur tous les bateaux, il y avait des gens malades. Là-dessus, c'est une évidence. Et puis, ça a été humide parce qu'on a été vite tout le temps. Et ben, quand un IMOCA, ça va vite. Enfin, jusqu'à l'équateur, on était sous l'eau en permanence. Et justement, Gilbert, je me calme, Jimmy. Justement, Gilbert, à l'équateur, il y en a un qui a commencé à accélérer et aller 1, 2, 3 nœuds plus vite que tout le monde. Et on s'est dit, ça y est, la messe est dite. Ah Jimmy, ouais, je vois que tu veux parler de Banque Populaire. Effectivement, comme tu dis, donc sur mer plate, au reaching, dans des vents soutenus, il a affiché tout d'un coup une capacité à accélérer. Tu l'as dit, 1, 2, 3 nœuds, qui a fait dire à Vincent, face à lui, à certains moments, on ne peut rien faire. Au reaching, il va plus vite entre 1 et 3 nœuds, c'est atroce. Au près, heureusement, on lui colle un nœud. Mais justement, Vincent, quel était votre sentiment? Parce qu'on s'est dit, quand il est entré dans le poteau noir en tête, s'il sort devant, ils le reverront plus. Et c'est pas ce scénario qui s'est produit. Ouais, parce que c'est pas si simple que ça. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a pas mal de conditions dans lesquelles ils sont rapides. Maintenant, ils ont besoin de aussi apprendre à utiliser leur bateau et puis peaufiner leur monture. Hein, parce que aujourd'hui, je suis pas bien sûr qu'ils soient capables d'être à 100% du potentiel de leur bateau tout le temps, alors que nous, on se pose pas tellement de questions. Et un de mes consultants fréquents, qui est Alain Gauthier, me disait ils étaient à 2. Et en solitaire, la chose sera encore plus difficile. Très pertinent. Mais je sais pas, justement, j'aimerais bien qu'ils m'invitent un jour sur leur bateau pour essayer. Parce que je fais du foil parce en que mode, ça te titille. sur d'autres bateaux et tout ça, donc ça me titille. Ça fait longtemps que je joue avec ces trucs-là et j'ai toujours remarqué qu'effectivement un bateau qui foilait était plus instable qu'un bateau qui est archimédien. Maintenant, je dois avouer que oui, je sais pas. A priori, ça semble plus compliqué en solitaire qu'en double, mais je peux pas être affirmatif. J'ai malheureusement pas eu la chance d'essayer un bateau équipé de foil. Et quand Gilbert nous disait tiens, vous avez vu aller bien plus vite, vous vous êtes dit la messe est dite, on gagnera pas? Jamais, non. Ah non, on n'est pas, Il restait 2000 on baisse pas les bras après, comme ça quand même. Hein. Ouais. Mais Non, on a cherché les solutions. Mais justement, en fait, vous avez aussi construit, à la sortie du poteau noir, vous êtes sorti en tête, vous avez aussi construit un peu votre victoire sur la trajectoire, en fait. Non? Bah ouais, alors après, sortie du poteau noir a été compliqué parce que déjà, on a cru être sorti le premier jour et puis le lendemain, c'était Vous y reparti. étiez encore. Te plains pas, t'étais pas en classe 40. Non, j'étais pas en classe 40. Mais on a trouvé des solutions, mais il y a des moments où on avait réussi à faire le break. Malheureusement, ça nous a décalé dans l'ouest, donc il a fallu qu'on revienne se placer. Enfin, ça a été assez compliqué. Et puis, fort heureusement, en voile, ouais, comme tu le disais, il reste aussi la trajectoire, quoi. Il n'y a pas que la vitesse des bateaux, il y a aller au bon endroit et essayer de trouver les endroits où les conditions sont les plus favorables à notre bateau. Et je pense que sur la fin de la course, on n'a pas été trop mauvais là-dessus. Voilà. Et ça a été tendu justement jusqu'à la fin parce que tu le dis, ils nous ont laissé aucun répit derrière. Et le maximum qu'il y a eu entre les premiers, ça a été 35 000 et encore c'était... Ouais, jusqu'à 36 heures de l'arrivée, c'était ça. Ouais. Il y a eu max 35 000 et c'est bien. C'était une course qui était soutenue. De temps en temps, ils avaient un avantage en vitesse. De temps en temps, ils étaient moins bien placés. Après, quand on est parti sous spi, on allait un peu plus vite qu'eux. Enfin, Il avait toutes ses voiles encore? Il n'a rien révélé à l'arrivée. Et tu t'en plains un peu. Ouais, tu trouves que justement, c'est vrai, et nous parfois aussi, parce qu'on trouve que la communication, elle est parfois maîtrisée, étouffée. Et toi, tu parles carrément un peu de langue de bois, des grosses écuries un petit peu, non? Non, je dis pas langue de bois, mais je pense qu'il faut pas aller dans l'excès parce que. Tu crois que comme les politiques, ils ont un discours le matin à dire? Non. Je vais aller plus loin que ça. Je dis que la voile et la course au large, c'est une discipline qui plaît à beaucoup de gens parce qu'on en raconte des histoires. Ouais. Je dis si à un moment on aseptise tout l'environnement et qu'on raconte plus rien et qu'il y a plus de spontanéité. Moi, je dis juste attention au danger parce que si les régates deviennent. Comment on va faire le café de la marine? Voilà, c'est ça. On va y aller vulgairement. Si les régates deviennent chiantes à suivre, et ben les gens suivront plus les courses. Et il y a un moment, il faut aussi faire attention, quoi. C'est quand même bien de raconter ce qui se passe, c'est bien de raconter notre vie en mer, nos histoires. Et
Et quand on commence à plus rien dire et à faire de la langue de bois tout le temps, je suis pas sûr que ça fasse grandir le système. Voilà, on a bien contrôlé nos adversaires, on était bien en place. Ça devient T'as très, compris, très Jimmy. cycliste. Ça devient très... Au football, Alors, footballistique. pour finir, est-ce que tu as tiré une analyse de cette Jacques Vabre sur quelle est l'arme la mieux placée, la meilleure pour remporter le prochain Vendée Globe, qui est votre objectif à 6 ou 7 bonhommes? C'est difficile de tirer des conclusions. Hein. Je crois que T'arrives pas à en tirer clairement. Non, je pense que c'est très logique que les nouveaux Vincent, bateaux on a aient dit fait pas des de langue de foils. bois. Hein. On a dit pas de langue de bois. Mais hein. non, Tu mais viens je de dis pas top, de là, langue Jimmy de est hein. en bois, train de te mais, demander si Je vais est-ce pas, que je tu vais pas, étudies je vais la pas trouver une solution des réponse foils. pour te faire Voilà. plaisir. Non. S'il n'y en a pas, je crois qu'aujourd'hui, quand on fait un bateau neuf, les gens qui ont construit des bateaux neufs, c'était normal d'aller vers les foils. Maintenant, est-ce que ça va être la meilleure solution pour gagner le Vendée Globe? Peut-être, mais c'est pas sûr du tout parce que c'est quand même très lié aux conditions météo. Et au time. C'est-à-dire que statistiquement, aujourd'hui, j'ai envie de dire, je ne sais pas si on prenait le temps de faire de l'étude, il y a peut-être 50% d'un côté, 55% de l'autre. Enfin bon, il y a quand même pas une solution qui est la solution qui permet demain de gagner le Vendée Globe à coup sûr. Donc la sagesse te laisserait quand même garder ton PRB dans l'état actuel où il est parfaitement abouti. Peut-être la sagesse, mais je sais pas si j'ai jamais été un garçon T'as jamais très été sage. sage. Alors, Et après, si est-ce que le naturel reprendra le dessus? J'en sais rien. Effectivement, si on se réfère, parce que comme le dit Jimmy, à ton année 2015, en fait, où tu as tout gagné, ça voudrait dire qu'un bateau archimédien et polyvalent est encore la meilleure arme pour le prochain Vendée. Tu as absolument gagné tous tes duels, si l'on peut dire, cette année. Oui, ouais, cette année c'était le cas. Est-ce que ça le sera l'année prochaine? C'est ça le problème. Moi, tout ce que j'ai à dire sur les foils, c'est sûr que c'est la solution de l'avenir. C'est sûr qu'on finira tous avec des foils. Le problème, c'est quand est-ce que ce concept sera suffisamment mature pour faire un bateau performant et polyvalent pour partir au départ du Vendée Globe. Et la question, c'est pas quelle est la bonne solution, c'est quand. Ça va phosphorer dans les Et quand chantiers c'est assez cet hiver. facile. C'est maintenant ou c'est dans 3 ans? C'est là où tout le monde va devoir choisir. Est-ce qu'on y va maintenant ou est-ce qu'on y va dans 3 ans? Parce qu'on voit bien que c'est pas si simple. On voit qu'il y a des bateaux qui ont eu des problèmes structurels. On voit que les foils version 1 ne sont pas tout à fait aboutis, qu'il faudra certainement faire une version 2, une version 3. Enfin, on ne sait pas bien comment ça va se piloter en solitaire. Enfin, il y a plein d'inconnus encore. Et il y a d'autres équipes qui ont des foils aujourd'hui sur leur bateau qui ont forcément beaucoup plus de réponses que moi. Mais maintenant, avec ce que j'ai, dans les semaines à venir, il va falloir que je décide de ce que je fais dans l'avenir. Donc Et toi, c'est ton bateau, il a des c'est formes pas un de truc carène simple. qui sont peut-être adaptées au foil. Parce que, Moi, je par pense que rapport- mon bateau serait pas plus malheureux que les autres avec des foils, ouais, c'est sûr. De toute façon, ce bateau-là, il est moins large que d'autres, ça lui donne beaucoup de polyvalence. Et entre autres, c'est un bateau qui n'a pas beaucoup de couple de par sa largeur, et le fait d'y mettre des foils, ça ramènerait du couple de par sa largeur. Donc Mais c'est excusez-moi, pas une mauvaise d'accord, solution. pas du tout, mais mettre des foils t'obligerait à changer de mât? Probablement, Ouais. ouais. Probablement. Ouais. C'est ça le problème. C'est pas forcément un problème. C'est ça la question. oui, c'est C'est ça. pas forcément un problème philosophique, parce que c'est sûr que ça irait plus vite avec des foils et un nouveau mât. Le mât changerait pas grand-chose. Le problème, c'est que c'est aussi un problème économique. C'est-à-dire que Oui. dans le changement et dans l'évolution du bateau, c'est Oui. qu'il n'y a pas que C'est une histoire de fabriquer fichier des foils et Excel. les mettre. Après, il y a un long fichier Excel, il faut renforcer le bateau, Et- il faut et- changer de mât. Et il y aurait des gens raisonnables en IMOCA, ça se saurait. Oui, c'est ça. C'est ça. Exactement. Bon, Gilbert, il y avait d'autres catégories dans cette Jacques Vabre, Oui, Jimmy, avec oui. une magnifique victoire encore de François Gabard. Oui, bon, ça, effectivement, lorsqu'on a enregistré le précédent café avec Francis Joyon, François Gabard et Pascal Bidégory n'étaient pas arrivés, mais ont signé une magnifique victoire sur un bateau qui avait été mis à l'eau ils avaient juste 3000 milles. Donc, on peut demander à Vincent, c'est vraiment un baptême du feu réussi. Quel est ton regard sur leur performance? Je pense que comme souvent, François, il a su faire les bonnes choses au bon moment. Et voilà, il avait un bateau performant. Maintenant, bon, la météo s'est aussi bien mise Oui. pour eux, hein, parce que clairement, ils ont réussi à sortir des conditions Oui, ils sont difficiles au bout de glissés. 24 heures. Oui, Et après, ils ont fait une transat très très lente, parce que quand ils sont arrivés au poteau noir, on Oui. était déjà au Cap-Vert, on les voyait devant, on se dit mais qu'est-ce qu'ils foutent, quoi, ils n'avancent pas. oui, oui. Et, Et d'ailleurs, ils c'est n'ont vrai pas que c'est battu con- le temps de. C'est vrai que ces Gitane. conditions-là ont favorisé un bateau comme Massif, qui est clairement un bateau plus Plus évolué, léger plus aussi. léger, et plus évolué. Mm.
en aérodynamique, en tout. Enfin, quand on le regarde, le bateau, il est Comme- plus adapté à ces conditions-là. Et le bateau était certes récent, mais dans ces conditions-là, c'est plus facile de tirer le meilleur d'un bateau que dans la brise. Ça te fait rêver cette classe ultime? Ça me pose beaucoup de questions. Maintenant, dire aujourd'hui, est-ce que ça me fait rêver ou pas, j'en sais rien. Ça t'a tenté à un moment donné, tu avais parlé du multi, alors tu as fait le Tour de France à la voile, mais ça c'est du multi. Ouais, mais l'ultime, après, c'est toujours pareil. Ça dépend un petit peu où ça va et les courses. C'est-à-dire que je pense que personne ne sait aujourd'hui que va être l'ultime quand la série va être mature. A priori, ils attendent le début de la maturité en 2019. En 2019, si le niveau de la compétition est très élevé, si les machines sont très pointues, ça ne sera peut-être pas aussi simple que ça l'a été dans le passé d'aller faire des transatlantiques ou des virées en solitaire sur ces bateaux-là. Comme d'habitude, Erwan Leroux gagne en 50 pieds. Oui, tout à fait. Erwan, c'est quand même lui, c'est la 3e fois. Ouais. Il rentre dans le cercle des triples vainqueurs avec Franck Camas, Jean-Pierre Dick. Et une très belle course en classe 40, Gilbert. Alors les classes 40, les premiers sont arrivés mercredi, après 24 jours et 8 heures de course, au terme d'un final à suspense complet. Vraiment, Yannick Bestaven et Pierre Brasseur, que tu connais bien, Jimmy, sur le conservateur, se sont imposés avec 2 petites heures d'avance Et ils ont sur eu Maxime Sorel. Et voilà, Ouais, c'est ouais. ça. Tu veux dire, oui, qu'ils ont eu jusqu'à 300 000 d'avance à l'entrée du poteau noir, avance qu'ils ont vu fondre comme neige au soleil dans ce marasme météorologique. Et donc, il fallait avoir des nerfs solides pour résister. Et je crois que leur victoire est quand même bien méritée. Ah bah c'est sûr qu'ils ont fait une magnifique course hein, jusqu'à hier. On a bien suivi tout ça parce que c'était quand même intéressant avec les seconds qui venaient avec un nouveau bateau. Ce bateau-là qui était déjà bien connu dans la classe 40 et qui était performant avec quand même des super marins. Et non, Oui. ils ont fait une magnifique course qui a dû être assez longue pour eux quand même parce qu'ils ont mis un petit peu de temps Comme tu l'as dit, hein, c'est à- hyper long pour les classes 40. à descendre au Brésil. Et puis surtout, il a fallu avoir les nerfs solides parce que là, le poteau noir, quand on a vu l'écart diminuer et fondre de 300 000 à 30 000 ou 25 000 à la oui, sortie. 25 000 et après il y a eu 15 000. Quoi. Les autres étaient revenus Ouais. à 15 000. Et les conditions étaient très différentes des vôtres dans leur poteau noir ou... Et honnêtement, j'ai pas regardé parce que j'avais un peu de boulot. Ouais. Tu vois, Il fallait que tu viennes au café de de la temps en Marine. temps, tu vas être obligé d'aviser temps, et je tout. fermais Ouais, plusieurs ouais, fois ouais, parce que ouais. ça m'intéressait avec les écarts, mais de là aller regarder les conditions météo, non, Et- vraiment là, j'ai pas Ouais. eu le temps. Et Gilbert, il y a un exploit, une performance qui est presque passée dans l'anonymat. Il y C'est a la tellement victoire de de courses. Frédéric Denis à la Mini Transat. Alors Frédéric Denis, effectivement, vainqueur de la 2e étape en 12 jours entre Lanzarote et Pointe-à-Pitre, c'est pas mal, hein, c'est plus de 10 nœuds de moyenne. Et Frédéric Denis, c'est un Trinitain, ingénieur en informatique, qui a beaucoup travaillé avec Thomas. Et donc il signe aussi pour sa première Mini Transat un beau succès. On attendait Davy Baudard qui a été contraint à l'abandon. Et alors en série, il y a eu un duel d'anthologie entre Julien Pulvé, le Rochelet, qui a remporté la 2e étape, et Yann Lipinski de Lorient Grand Large. Il a un vrai nom breton. Oui, tout à fait. Hein. Et Yann, il avait heureusement 10 heures d'avance après la première étape qui ont été bien grignotées, mais il l'emporte en série. Tu sais la moyenne de Frédéric sur cette Mini? Je viens de le dire, alors il a peut-être écouté. Ah non, du coup, j'ai pas suivi, mais c'était assez vite, 12 jours, c'est vite. 10 ça, Lanzarote. 10 jours. 10 nœuds de moyenne 10 nœuds de en moyenne, mini. ouais. Ouais, 10 Pas nœuds de mal. moyenne. Mais ils ont eu de très belles conditions, puis voilà, et pas de poteau noir. Hein. Part aussi aujourd'hui, demain, après-demain. Alors déjà, il y a une bonne ambiance parce que Spindrift a dit, les gars, il n'y a pas assez de place pour moi au bassin, au port de Plaisance. Je vais au Quai Malbert. J'espère qu'ils vont lui faire payer la place 3 fois plus cher parce que tu vois, ça aurait été sympa quand même que les deux bateaux soient l'un Bien à sûr. côté de l'autre. Et notre Francis, notre Francis- Menhir, notre Rock, notre Francis, Cyrano de Bergerac. Il y a une fenêtre, Francis a dit, quand il faut y aller, faut y aller. Et Chiche qui la prend à 2 h du matin. On verra, voilà. Le Jules Verne. Ouais, ça va nous faire un petit peu ça va nous faire un peu d'animation pour l'hiver. Hein. On commence à s'ennuyer, il n'y a plus de course en ce moment. Donc, Voilà. Et nous, non, bah, c'est génial. Enfin, je trouve le défi de Francis de repartir avec Groupama, c'est pas mal parce qu'au final, il n'y avait pas tant de jours entre les deux. On sait que ça se joue quand même beaucoup sur les créneaux météo. Bon, maintenant, il va se retrouver, c'est David contre Goliath, hein, parce que là, il y c'est a exactement ça. il y a Spindrift refité, amélioré. Je Très pense que c'est quand amélioré, même
un bateau qui a des performances nettement supérieures, mais maintenant ça va leur coller un peu la pression aussi à Spindrift, ça va être sympa. Et puis Ils vont être Francis- obligés de choisir le bon Ouais. créneau et de ne pas mollir. Et Francis, c'est quand même l'homme des défis impossibles, hein. Il a dit aussi d'ailleurs, moi, si ça n'avait pas été difficile, ça ne nous aurait pas intéressé. Ah bah clairement, hein, enfin Francis, on sait jamais comment il fait, mais il y arrive. Donc là, on va regarder impatiemment, regarder ce qu'il va être capable de nous faire sur ce tour du monde, mais certainement de très belles choses. Eh bien Vincent Gilbert, ce sera le mot de la fin. Moi je vous propose qu'on trinque à la santé de tous ceux qui nous manquent, à la santé qui aiment refaire la régate au bistrot, qui aiment boire du Beaujolais nouveau parce que c'est la journée du Beaujolais nouveau. On se retrouve dans 15 jours. Vincent, c'était super sympa que tu viennes tout de suite. Ça nous fait très plaisir. Gilbert et moi, on était inquiets plaisir. dimanche parce qu'on n'avait toujours pas d'invité. Et il avait un rendez-vous à Paris. Il sera là. C'était le Café de la Marine. On vous dit bye bye. Bye bye. Rendez-vous à dans 15 jours avec peut-être encore du lourd. Est-ce qu'il y a des questions dans le public, mes amis? La prochaine fois, je vous promets, ce sera peut-être pas ma tournée. Oh, quoique! J'ai dépassé de 2 minutes 54, Pierre, mais t'as encore un petit peu de bande. Jimmy, les verres sont déjà sur le comptoir. Hein. Un grand moment de vidéo. Bon vent belle-mère, c'est ça? Voilà, ciao,